Laurent Corbin. Oui, bon, foisonnement de formation. Ceci dit, le CICR n'est pas vraiment, n'utilise pas vraiment et ne demande pas ce genre de formation pour recruter son personnel. Nous, voilà, la filière de recrutement est relativement ouverte et toutes sortes de formations peuvent amener des gens à poser candidature chez nous. Je veux dire par là que ce qu'on va rechercher plutôt, et je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est des questions d'engagement, de motivation, etc. Il y a beaucoup de certes, des compétences, c'est des plus, mais souvent il faut accompagner cette compétence d'un acquis pratique, pas seulement théorique. Raison pour laquelle on demande systématiquement aux gens, avant d'entrer au CICR, d'avoir quand même une expérience pratique de 2-3 ans entre la fin de la formation et le début d'une carrière chez nous. Et puis, par ailleurs, on cherche beaucoup les soft skills. Aujourd'hui, ce qui est particulièrement recherché, c'est certaines langues, par exemple. Et ça, la pratique de certaines langues va être beaucoup plus qualifiant en ce qui nous concerne que d'autres compétences qui peuvent être acquises par des diverses formations certifiantes ou non. Et puis, bon, il y a plusieurs critères sur lesquels on va baser un recrutement. Il y a 9 qualités essentielles, mais là-dedans, ce n'est pas vraiment la formation qui compte en premier. Alors je crois qu'il y a aussi dans la salle des étudiants ou des anciens étudiants ou des personnes appartenant à des réseaux d'étudiants dont on peut aussi entendre bien sûr le témoignage à propos de ces formations adaptées ou pas. Oui, Eric. Oui. On a remarqué à Résonance Humanitaire en 8 ans que la moyenne d'âge des humanitaires qui viennent nous voir est de plus en plus sont des anciens, quoi. On était à, je sais pas, quand on a créé Résonance Humanitaire, on était à une trentaine d'années, les gens qui venaient nous voir entre 30 et 35, et là c'est de plus en plus entre 35 et 40. Et quand j'en discute avec des recruteurs d'ONG, des grosses ONG, ils disent qu'effectivement la moyenne d'âge, en fait, correspond à l'exigence d'expérience professionnelle préalable avant de partir sur le terrain. Et donc je rejoins ce que dit Christophe Moreau, qui s'occupe du recrutement à la Croix-Rouge, c'est-à-dire qu'il y a, en plus de formation, ou bien spécialistes qui correspondent souvent au cœur de métier de l'ONG, parce qu'on parle quand même de cluster maintenant, donc il y a des ONG qui se spécialisent dans un domaine ou dans un autre. Il y a le médical, il y a la sanitation, il y a le bâtiment, etc. Chaque ONG commence à avoir sa spécialité. Ce qui explique que certains expatriés sont référents, ingénieurs dans un domaine ou voilà. Et puis à côté de ça, vous avez les gens qui font de la coordination. Et ces gens-là, il y a de plus en plus d'exigences de la part des recruteurs des ONG. Et on leur demande d'avoir fait leurs preuves dans leur propre pays avant. Et les critères sont, dans certaines ONG, je sais que à MSF par exemple ou à ACF, on exige 2 ans d'expérience professionnelle réussie dans son propre pays, minimum dans son boulot. Contrôleur de gestion pendant 2 ans ou infirmier pendant 2 ans, etc. Ça, je pense que c'est une évolution qui est positive, qui va dans le respect aussi, dans le sens du respect des populations qui sont accueillies. Voilà, donc formation très bien, mais expérience professionnelle encore mieux. Et je pense que, comme le disait quelqu'un là, c'est que le management, il n'y a rien de tel que comme école, c'est le terrain. Le management, c'est le terrain, c'est se frotter à la réalité des responsabilités, etc. Et ça, nous, c'est ce qu'on fait à Résonance. Peut-être qu'il y a des consultants qui pourront en témoigner. Il y a 2 consultants de Résonance, et ils voient en quoi le terrain, les terrains humanitaires qui sont pleins d'incertitudes, qui sont pleins de rebondissements, peuvent être aussi des écoles de formation de managers. Justement, on peut vous écouter là-dessus, vu de votre point de vue de consultant, comment est-ce que le terrain, lui aussi, joue son rôle ? Écoutez, enfin moi ça fait environ 2 ans donc que je suis consultant bénévole pour Résonance Humanitaire. C'est vrai que en accompagnant ces personnes, ces adhérents de Résonance Humanitaire, le point commun, c'est qu'il y a un vrai parcours et d'une richesse très forte. Moi, je suis impressionné. Alors, je ne suis pas du monde de l'humanitaire, donc c'est quelque chose. Je suis du monde de l'emploi. Je travaille à Pôle Emploi, et donc j'ai un rapport évidemment assez particulier par rapport à la notion de projet professionnel. Et lorsque l'on regarde le parcours des humanitaires, je suis véritablement frappé par cette richesse.
et par l'âge. Alors c'est vrai, Eric rappelait qu'il y avait une certaine évolution dans l'âge des adhérents. Il n'en reste pas moins vrai que, en tout cas, la plupart des personnes que je suis sont des personnes relativement jeunes et qui ont déjà un parcours impressionnant, et impressionnant en termes de diversité géographique, impressionnant en termes de parcours de métier au sein de l'humanitaire. Il n'est pas rare de voir des personnes qui ont commencé, par exemple, comme logisticien, qui aboutissent en passant par la coordination, à chef de mission. Enfin, c'est pas rare. C'est pas rare. Et encore une fois, ce sont des personnes relativement jeunes. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une richesse très forte, géographique, de métiers, de valeurs. En revanche, effectivement, mais ça, c'est l'objet de résonance humanitaire, gérer le retour pour ces personnes-là, effectivement, passe parfois par un questionnement important de leur part, où ils ont le sentiment de se confronter à la fois au retour physique, géographique dans leur pays, sachant que l'idée de revenir dans son propre pays, ou ça ne veut pas dire forcément de rentrer chez soi, ou plutôt on rentre chez soi, mais le chez soi, pendant qu'on n'était pas là, il a évolué. Et donc parfois il peut y avoir effectivement un décalage très fort en termes de choc culturel, en termes de repères. Et puis également un questionnement en termes de qu'est-ce que je vais faire maintenant. Parce que la plupart d'entre eux, pour diverses raisons, souhaitent souvent avoir maintenant une sorte de stabilisation dans leur parcours et donc de trouver quelque chose qui va leur permettre d'évoluer par rapport à leurs fonctions. Mais vraiment, le point commun de tous ces parcours, c'est une vraie richesse, quoi. Alors merci, on évoquera tout à l'heure justement cette question du retour, mais restons pour l'instant sur le départ. Et peut-être Philippe Richman, je vous solliciterai à nouveau sur la question un peu des motivations de la jeune génération que vous voyez passer à Paris 1. Est-ce qu'elle évolue? D'autant plus que le contexte, lui, évolue. On pourrait évidemment, je l'évoquais en début, parler des questions de sécurité, qui sont des questions graves en termes de ressources humaines. On peut évoquer aussi cette question, déjà évoquée tout à l'heure, de la professionnalisation, du parcours de carrière. Comment est-ce que vous voyez évoluer vos étudiants de Paris 1 en termes justement de demande et en termes d'acceptation du terrain? Deux, trois points. Bon, d'abord, j'enseigne toujours au master, mais je ne suis plus le directeur depuis quelques années, donc j'ai une vision moins transversale et plus limitée maintenant. Mais ce que disait Marc-Antoine tout à l'heure, moi je partage absolument son avis. C'est-à-dire qu'effectivement, la dimension de l'engagement est une dimension tout à fait fondamentale et essentielle, et ça, on la voit. Ce qui était dit, je crois, aussi par Éric Gazeau tout à l'heure sur le fait que, ou plutôt par, je ne sais plus par qui, par Marc-Antoine tout encore, sur le fait qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'étudiants. Effectivement, les formations, c'est pas propre. Moi, j'ai fait une petite étude il y a quelques années. C'est pas propre à la France. En tout cas, en Europe, il y a effectivement un fort engouement, de façon, pas seulement pour l'humanitaire, de façon plus large, pour tout ce qui a trait aux questions de solidarité. Il y a un retour, sensibilité forte sur l'international. Dans les années 80-90, pour les étudiants français, l'international, c'était l'Europe et c'était les États-Unis et l'extrême-Asie. Aujourd'hui, effectivement, les choses sont tout à fait différentes. Donc là-dessus, c'est important. Il y a la notion, effectivement, l'interrogation tout de même qui a été mentionnée, que vous avez mentionnée, elle est présente non seulement au moment du retour, mais elle est présente, j'ai tendance à dire maintenant, presque dès l'origine, c'est-à-dire quel type de parcours, qu'est-ce qu'on va construire. Et il y a de moins en moins, finalement, même s'il faut se garder les généralisations, il y a de moins en moins de gens qui partent un petit peu comme ça, en brûlant leur vaisseau et un petit peu à l'aveuglette. Il y a de plus en plus, effectivement, une rationalisation. Ces temps, je voudrais quand même, moi, vous soumettre un ou deux chiffres que je tire d'une enquête qui a été faite en mai 2010 auprès des recruteurs. Et du côté sur toute une série de pays européens.